La plus grande crise que nous aurons à gérer à très court terme, puis on commence à la gérer, c'est les problématiques de santé mentale. Et la meilleure façon d'éviter qu'il y ait des gens qui y sombrent ou bien qu'il arrive des différents drames, c'est que les partenaires puissent ensemble s'assurer d'avoir les mailles du filet tissées de façon beaucoup plus serrée qu'en ce moment. Pour les partenaires, le principal enjeu, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment accès aux informations personnelles des personnes à risque sur le territoire. D'ailleurs, l'Association des policiers et policières provinciaux du Québec, appuyée par la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie, a lancé une pétition pour que les personnes dont le passé est violent et dont l'état mental est perturbé soient connues des policiers. Le manque d'échange d'informations ou les contraintes auxquelles nous sommes confrontés actuellement font que, oui, souvent, on ne peut pas aller au bout de nos interventions. Ce qu'on cherche, nous, c'est d'obtenir plus d'informations. Des fois, les paramédics vont se présenter sur un appel. Tout ce qu'on a, c'est très peu détaillé. Donc, les paramédics ne savent pas nécessairement à quoi s'en tenir lorsqu'ils vont franchir la porte. Mais il y a des spécialistes qui sont réticents parce que ça va à l'encontre du principe de confidentialité qui est un droit fondamental au Québec. L'enjeu dans tout ça, c'est qu'on veut pas qu'il y ait de dérive. Oui, il y a peut-être de l'information qui pourrait être pertinente, qui pourrait être transmise, mais c'est évident que tout ça, ça peut pas être un bar ouvert. Qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme information supplémentaire? Le dossier médical? Je trouve que ça pose vraiment la question de la compétence qu'ils peuvent avoir pour avoir accès à ces informations-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des articles de loi qui permettent de briser ce code de confidentialité lorsqu'il y a une inquiétude significative pour la sécurité publique. Et avec la loi P38, les policiers ont un levier légal pour ramener de force une personne à l'hôpital lorsque celle-ci représente un danger immédiat. Mais devrions-nous revoir ce critère de danger immédiat? C'est tout à fait ça l'enjeu, c'est que le danger imminent, donc la personne est à risque, sa vie est en danger. Maintenant, on sait qu'il y a un processus dans lequel on voit les gens aller, on voit leur santé se détériorer et on souhaiterait beaucoup être capable de mieux communiquer ces informations-là entre nous. Que la personne, on sent que ça va de moins en moins bien, puis que la personne est réfractaire à recevoir des services. Là, souvent, on a un pied de chaque côté, c'est-à-dire que la personne n'est pas nécessairement rendue à être judiciarisée, mais la personne n'est pas bien non plus pour vivre en société. On aimerait ça réussir à faire quelque chose avant que ça devienne vraiment trop dangereux. C'est à ce niveau-là que les intervenants se sentent les mains liées. C'est impossible d'obliger une personne à suivre ses traitements à moins que celle-ci représente un danger imminent. Mais selon la professeure en droit psychiatrique Emmanuelle, ce critère est de plus en plus flexible. Plus on élargit les exceptions, plus on élargit les critères applicables, plus on risque de se retrouver avec beaucoup de gens qui pourraient effectivement tomber sous le coup de la loi. Déjà, on est dans un contexte où c'est assez extensible. De façon générale, les gens qui ont eu des verdicts de non-responsabilité criminelle, qui se trouvent sous mandat de la commission d'examen, récidivent peu. Les récidives violentes sont marginales. Bien que les drames comme celui de Louisville soient extrêmement tragiques, ça demeure des cas isolés. Et tous les intervenants avec qui j'ai discuté tiennent à rappeler que la santé mentale n'est pas synonyme de violence. Et pour assurer un meilleur encadrement, la clé, c'est la communication entre tous les acteurs de la société, la prévention et aussi les soins de proximité.